Je n'ai aucun doute sur le fait que Gorbatchev sera un jour reconnu comme celui qui a fait de ce monde un endroit beaucoup plus sûr. Je ne pourrais citer personne, aucun de ses contemporains, qui aurait eu le cran de faire ce que Gorbatchev a fait. C'était un maître du compromis, mais peu à peu, il est passé de maître à esclave du compromis. Il a voulu éliminer le mal de l'Empire du Mal, mais il n'a jamais voulu éliminer l'Empire. Mais c'est ce qui s'est passé. Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev voit le jour en 1931 dans le petit village de Privolnoï, dans le sud de la Russie. De prime abord, ses origines paysannes sont un atout pour devenir un jour un dirigeant soviétique. Une enfance modeste à la campagne, comme des millions de Russes. Son grand-père maternel, un vétéran communiste, est le premier président du kolkhoz du village. Et Misha, comme on l'appelle alors, passe sa petite enfance avec ses grands-parents. À l'école, ses professeurs ont le souvenir d'un élève brillant et sûr de lui qui obtient presque toujours 5 sur 5. Quand il n'est pas à l'école, il aide les adultes dans les champs et il est même primé pour cela. Mais la réalité derrière cette idylle soviétique est en fait bien plus sombre. On the whole length of the gigantic 1800-mile front, the Red Army went into action against Nazi aggression. Misha a 10 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, 11 lorsque sa région natale est envahie et occupée par l'armée nazie. Sa famille est à 2 doigts de mourir de faim quand la guerre s'arrête enfin. Mais ce n'est pas son seul traumatisme. Quelques années plus tôt, ses grands-parents, aussi bien du côté paternel que maternel, sont arrêtés lors des grandes purges staliniennes. Un secret qu'il gardera pendant des décennies. Il n'aimait pas Staline, ça, je peux vous l'assurer. Il venait d'une région où 80% des habitants avaient été arrêtés ou emprisonnés. En 1950, le jeune Gorbatchev obtient une bourse d'études pour la plus prestigieuse université du pays, à Moscou. Une opportunité pour un garçon originaire d'un village du sud de la Russie. À la faculté de droit, c'est un étudiant consciencieux, un jeune communiste enthousiaste dans la ligne du parti, mais qui n'hésite pas à prendre la défense d'un camarade juif harcelé lors d'une réunion locale. Tout le monde s'est tu. Gorbatchev s'est levé pour parler. C'est l'une des rares fois où je l'ai vu exploser de rage. Il s'est tourné vers le type et lui a dit « Espèce d'animal décérébré ». Après ça, plus personne n'a osé dire quoi que ce soit sur moi. Mais l'événement marquant de ces années d'université est la mort de Joseph Staline. À l'époque, pour Gorbatchev, comme pour beaucoup d'autres, c'est une tragédie nationale. Mais une tragédie qui libère le pays du régime de terreur qui règne en Union soviétique depuis des décennies. C'est également à Moscou qu'il rencontre sa future femme, Raïssa, étudiante à la faculté de philosophie. Nous nous sommes rencontrés à un bal. Ses amis étaient allés danser et avaient vu une fille très attirante. Il a donc décidé d'aller voir par lui-même qui était cette fille. Et c'était moi. Il m'a invité à danser. À cette époque, on aimait beaucoup la valse et le tango. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés.
Ses études terminées, Gorbatchev décide de ne pas poursuivre une carrière de juriste à Moscou et de revenir avec sa femme dans sa région natale. Stavropol, comme toutes les provinces soviétiques, est démodée et déconnectée de la capitale. Peu de gens y sont au courant des expériences de réforme lancées par Khrouchtchev, le nouveau chef du Kremlin. Mais c'est l'endroit idéal pour faire carrière au sein du parti, et Gorbatchev ne tarde pas à gravir les échelons. En 1970, il est l'un des plus jeunes secrétaires régionaux du parti. Il aimait son poste de secrétaire du parti à Stavropol parce qu'il pouvait régler les choses. Il pouvait se rendre dans un kolkhoz et réunir le président et les paysans qui se querellaient entre eux et régler la situation. Il pouvait se rendre quelque part et constater qu'il faut un pont et le faire construire. Je pense qu'il aimait ça parce que c'était exactement le genre de travail qu'un commissaire de district faisait en Inde britannique. Il avait beaucoup de pouvoir. Il n'était pas élu, mais si vous aviez des idées, vous pouviez les mettre en œuvre et réaliser des choses concrètes. Et c'est ce qu'il faisait. En Union soviétique, un chef de parti local n'est pas seulement puissant. Les Gorbatchev jouissent désormais d'une vie de privilège. Mais Raïssa a un aperçu de la dureté de la vie des Russes ordinaires quand son projet de recherche doctorale sur la vie rurale l'a conduit dans des villages isolés. Il y avait très peu de routes. Souvent, la seule façon de se rendre d'une ferme à l'autre, c'était à pied, chaussé de bottes en caoutchouc. Et même avec ça, votre botte se coinçait dans la boue et vous deviez la retirer pour avancer. J'ai rencontré des milliers de personnes lors de mes recherches. C'était en quelque sorte ma sociologie à visage humain, comme le socialisme à visage humain. Le socialisme à visage humain est le slogan du printemps de Prague en Tchécoslovaquie. Gorbatchev l'apprendra par un ami tchèque de l'université qui vient lui rendre visite en 1967. À l'époque, je dirigeais un groupe de recherche à Prague qui étudiait les réformes politiques. Et je lui ai exposé certaines de mes idées et il m'a semblé qu'il me comprenait parfaitement. Mais il m'a dit que cela pouvait fonctionner en Tchécoslovaquie, mais pas en Union soviétique. Moi, j'étais sûr que si des gens comme lui arrivaient au pouvoir, tout pouvait changer. Mais la répression s'abat sur la Tchécoslovaquie. Les chars soviétiques écrasent la révolution. Gorbatchev se rend à Prague peu de temps après, avec une délégation du Parti communiste soviétique. À l'époque, il défend la position de son pays, mais des années plus tard, il avouera avoir été troublé par l'action de Brejnev pour mettre fin à l'expérience de réforme de la Tchécoslovaquie. À cette même époque, le chef du KGB, Yuri Andropov, passe régulièrement ses vacances dans les montagnes près de Stavropol. Les promenades et pique-niques lui permettent d'observer de près le jeune secrétaire du parti et son épouse. Gorbatchev a maintenant un mentor au sein du Politburo. Lui et Andropov s'entendaient bien. Parce qu'Andropov était aussi, d'une certaine manière, différent des autres bureaucrates du parti à Moscou. Et quelques années plus tard, quand j'ai appris qu'il avait été appelé à Moscou, j'ai tout de suite pensé que c'était vraiment un bon choix, parce que j'avais le sentiment que c'était un homme brillant. Gorbatchev arrive à Moscou au bon moment. La vieille garde commence à s'éteindre. D'abord le vieux chef du Kremlin, Léonid Brejnev, bientôt suivi par Andropov. Ces années marquent le déclin d'un régime engourdi. Les troupes soviétiques sont enlisées en Afghanistan, dans une guerre qu'elles ne peuvent gagner. Malgré sa puissance militaire, l'Empire semble être au bord de l'effondrement. La domination communiste de l'Europe de l'Est est remise en cause par le mouvement Solidarność en Pologne.
Et les alliés de l'OTAN, avec à leur tête le président Reagan, menacent de poursuivre le programme nucléaire. Son économie en déroute, la Russie ne peut même plus nourrir son peuple. L'Union soviétique se désintègre. Mais l'étoile montante de la nouvelle génération se positionne tranquillement pour l'avenir. Gorbatchev se rend au Canada pour rencontrer l'homme qui deviendra l'architecte de la perestroïka. Je sentais le vent tourner en Union soviétique. Et je savais que tôt ou tard, s'il n'était pas éliminé avant, Gorbatchev accéderait au pouvoir. Il était donc important que les gens comprennent ce qu'il était. Je me souviens que le Premier ministre canadien m'avait même dit « Vous le traitez comme s'il était le chef du Kremlin ». Et j'ai répondu « C'est parce qu'un jour il le sera ». Et il ne lui faudra pas longtemps pour susciter l'intérêt d'autres gouvernements occidentaux qui cherchent un moyen d'apaiser des relations très tendues avec le Kremlin. Nous avions, entre autres choses, décidé de repérer les dirigeants soviétiques susceptibles d'émerger après le départ d'Andropov et de leur montrer comment nous autres nous vivions. Gorbatchev est très vite sorti du lot. Nous avions vu en lui le parfait candidat et on ne s'était pas trompé. S'ensuivra une visite d'une semaine en Grande-Bretagne en décembre 1984. Officiellement, il est à la tête d'une délégation parlementaire. En fait, il est observé de près et courtisé par la première ministre britannique. Et la Dame de Fer, comme les Russes la surnomment en raison de ses opinions anticommunistes, est aux anges. J'aime bien M. Gorbatchev. Nous pouvons faire des affaires ensemble. Nous croyons tous deux fermement à nos systèmes politiques respectifs. Il croit au sien et moi au mien. Et aucun de nous ne cherche à faire changer l'autre. Son approche était innovante et offrait une perspective de changement. Et Margaret Thatcher lui a répondu « Je ne vois pas tout en rose. Nos systèmes sont très différents. Mais nous vivons sur la même planète, alors voyons comment nous pouvons faire. » Et il y a une évolution manifeste sur toutes sortes d'idées préconçues. Et lorsque Gorbatchev a quitté Londres le lendemain, à la fin de notre entretien, il m'a dit « La glace commence à fondre ». C'était une phrase très forte, et c'est ce qui s'est passé. Au printemps suivant, le véritable dégel va commencer. À Moscou, le dernier leader de l'ère Brejnev s'éteint. Cette même nuit, Gorbatchev et son épouse sortent se promener pour échapper aux écoutes du KGB. Il a déjà une idée de ce qui l'attend et des responsabilités qu'il devra assumer. Mikhaïl avait de nombreuses choses en tête. Il a dit qu'il était très probable qu'il soit nommé à la tête du Parti communiste. En d'autres termes, qu'il soit le prochain dirigeant soviétique. Et puis il a dit, nous savons tous que pour faire quelque chose en Russie, il faut le faire du haut vers le bas. Et c'est alors qu'il a dit, en cette nuit de mars, nous ne pouvons plus continuer à vivre comme ça. Le Kremlin le jour des funérailles de Tchernenko. C'est la 3e fois en 3 ans qu'un secrétaire général est enterré. Cette fois, la file de dignitaires étrangers est plus longue que jamais. Parmi eux, de hauts responsables américains. J'ai tout de suite vu cet homme avec son énergie incroyable. Les longues funérailles et la parade avaient eu lieu. Il a reçu toutes les délégations lors d'une réception officielle, puis il a rencontré les représentants de chaque pays. Et vers 20h30, il était encore frais et plein d'énergie. C'est la preuve d'une grande endurance. Même le KGB et les caciques du parti le voient d'un bon œil. Ils espèrent donner ainsi un coup de jeune à l'ancien système, mais sans perdre le contrôle.
Dès le début, le style du nouveau dirigeant soviétique détonne. Au lieu de conférences interminables, il engage avec les foules des discussions animées. Ses premiers projets de réforme sont prudents. Mais bientôt, il appelle à une restructuration complète, la perestroïka, et consulte même le peuple sur la meilleure manière de procéder. Très vite, un deuxième thème fait son apparition, la glasnost ou transparence. Sur instruction du Kremlin, des articles délibérément critiques apparaissent dans la presse. Les journaux paraissaient tous les jours et chaque jour ils retiraient une couche. Un peu comme quand on épluche un oignon. Et on s'aperçoit après coup que l'oignon est complètement différent à l'intérieur de ce qu'il est à l'extérieur. À l'extérieur, il n'est pas amer, mais à l'intérieur, il l'est. Et lorsque la société a commencé à se voir à travers la glasnost, elle a succombé. Bientôt, des dissidents exilés, comme le physicien Andreï Sakharov, sont libérés à grand renfort de publicité. L'art et la littérature ne sont plus soumis à la censure. Des ateliers de théâtre expérimental descendent dans la rue. Personne n'est à l'abri de la satire, pas même le secrétaire général. Mais à l'étranger, le changement le plus remarquable concerne la politique étrangère. Ce n'est qu'en 1988, lors d'un discours aux Nations Unies, que Gorbatchev expose clairement sa nouvelle pensée, plaçant ce qu'il appelle les valeurs universelles avant les batailles idéologiques qui ont divisé le monde et qui sapent désormais ses plans de perestroïka. Однако гарантией того, что общий процесс перестройки будет неуклонно идти вперед и набирать силу, является глубокая демократическая реформа всей системы власти и управления. Il choisit alors un nouveau ministre des Affaires étrangères, un Géorgien, peu au fait des affaires mondiales, mais qui partage sa philosophie. Dès le début de notre collaboration, nous avons fixé nos priorités en matière de politique intérieure et extérieure. Ainsi, à une époque d'hostilité entre l'Est et l'Ouest, et surtout dans nos premiers rapports avec l'administration Reagan, nous avons décidé que s'il fallait choisir entre les intérêts nationaux et les intérêts mondiaux, il fallait donner la priorité au monde. Tout commence par le contrôle des armes et ce premier sommet à Genève avec les Américains, scruté par le monde entier. Une opportunité pour les dirigeants soviétiques et américains de se parler directement. Lorsque le cortège de Gorbatchev est arrivé, il faisait froid à Genève. Le président Reagan est sorti sur le perron, sans manteau. Et il a salué Gorbatchev, qui était tout emmitouflé dans sa fedora et tout le reste. Et il l'a escorté à l'intérieur sans le présenter à personne. Son idée, c'était de faire de cette entrevue une rencontre personnelle. Je pense qu'il était prévu qu'elle dure 10 ou 15 minutes ou quelque chose dans le genre. Je me souviens qu'au bout d'environ 45 minutes, l'homme qui devait veiller au bon déroulement du programme est venu me dire « Ne devrais-je pas interrompre la réunion ?» Et j'ai répondu « Si vous faites ça, vous n'êtes pas assez intelligent pour faire ce travail. » Mais derrière le faste des banquets, sur le plan idéologique, les deux camps restent opposés. Les Américains ne savent pas trop comment interpréter l'offensive de charme lancée par le nouveau chef de ce pays que leur président avait autrefois appelé l'Empire du Mal. Cela ressemble à un stratagème de propagande visant à dissiper les soupçons de l'Occident. Même l'élégante première dame soviétique semble faire partie du plan. Je n'avais pas de conseiller en images. Ce n'est que maintenant que je réalise que les psychologues et les conseillers en images ont pour rôle de vous préparer à ce genre de situation. Gorbatchev et moi n'avions rien de tout cela. Nous n'avons jamais eu de conseiller en images. Ce que vous voyez, c'était ce que nous étions vraiment. Pour moi, c'est le dirigeant étranger le plus étonnant que j'ai jamais rencontré.
Il était comme un caméléon lors de ces rencontres. Je me souviens que lors de sa première rencontre avec Reagan, il faisait de grands gestes de la main, des gestes très durs. Il serrait beaucoup les poings, pointait du doigt, craquait et étirait ses doigts comme les enfants peuvent le faire, puis il les pliait comme ça devant lui. Et quand il disait quelque chose qui le mettait en colère, j'étais étonné de voir à quel point il l'exprimait physiquement. Ce premier sommet n'est pas un grand succès, mais il permet de faire tomber les barrières. Ainsi, lorsque l'année suivante, les deux dirigeants s'envolent pour un deuxième sommet à Reykjavik, la capitale de l'Islande, le décor semble parfait pour une avancée. Cet endroit isolé leur permettra de travailler sans être surveillés par le monde entier. Et Gorbatchev apporte avec lui une proposition à couper le souffle. Supprimer toutes les armes nucléaires. Reagan est surpris. Les deux hommes sont désireux de maintenir le dialogue. Mais alors que les négociations s'éternisent, Reagan refuse d'abandonner son projet de bouclier nucléaire, guerre des étoiles, et Gorbatchev retire son offre. Déçus, les deux parties reconnaissent que leur sommet s'est tenu jusqu'au bout, mais s'est soldé par un échec. Rétrospectivement, Reykjavik a jeté les bases de tous les accords sur l'armement qui ont suivi. Lorsque Gorbatchev est venu à Stanford, après avoir quitté ses fonctions, nous étions chez moi et je lui ai dit « Quand vous êtes arrivé au pouvoir et que moi j'ai pris mes fonctions, la guerre froide était à son apogée. Et lorsque nous avons quitté nos fonctions, la guerre froide était pratiquement terminée. Quel a été le tournant ?» Sans hésiter une seconde, il a dit « Reykjavik ». J'ai dit « Pourquoi ?» Il a répondu « Parce que pour la première fois, nous avons discuté longuement entre dirigeants des questions qui comptaient vraiment. » Les sommets suivants permettent de réduire l'arsenal nucléaire et de mettre fin aux conflits régionaux. Les relations entre superpuissances sont transformées. À l'étranger, Gorbatchev n'est plus le tsar de l'Empire du Mal. Il est l'homme du moment. Mais en Union soviétique, l'ancien système commence à se fissurer. L'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986 provoque peu d'émoi au début, jusqu'au moment où les citoyens soviétiques apprennent par les médias occidentaux les dangers des radiations. Gorbatchev prend conscience de l'ampleur de sa tâche, sauver un système pourri avant qu'il ne s'effondre complètement. Il y a également des erreurs, telles qu'une campagne anti-alcool qui rend les Russes furieux. Et la perestroïka ne mène nulle part. Alors que le chaos s'installe, personne ne sait s'il s'agit de corruption, d'inefficacité ou de sabotage par les opposants à la réforme. Quoi qu'il en soit, les Russes désespérés sont de plus en plus en colère. Pour le Russe ordinaire qui attend dans la file d'attente, rien n'avait vraiment changé, même en 1988. Et encore moins sur le plan alimentaire. Les pénuries étaient toujours aussi importantes, le circuit de distribution tout aussi désastreux. Des barges chargées de fruits et de légumes pourris arrivaient au port fluvial de Moscou et les cargaisons étaient détruites avant même d'avoir été mises en vente. La seule différence, c'est que les gens commençaient à se plaindre sans craindre d'être emprisonnés. Le problème vient en partie de Gorbatchev lui-même, qui reste un communiste convaincu. Certes, il lance des réformes, mais il veut que ses idées soient acceptées dans le cadre du système existant. Il prêche toujours la perestroïka, mais à des foules polies, expressément rassemblées pour l'occasion. Ces idées de réforme sont limitées et s'essoufflent. Mais lorsque les économistes conseillent de mettre fin à l'interdiction de la propriété privée imposée par le parti depuis 70 ans, Gorbatchev refuse d'écouter.
Lorsque je lui ai présenté le plan des 500 jours et que j'ai dit que la privatisation était une partie extrêmement importante de ce plan, il a dit « Êtes-vous prêt à dire de telles choses à la télévision devant toute une nation ?» Et j'ai dit oui. Il est devenu nerveux et a dit « Ok, donc vous allez faire une chose pareille sans savoir quelle sera la réaction. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas ce qu'il voulait. Peu importe que l'idée soit bonne ou mauvaise, il avait simplement peur. Il avait peur de la réaction du peuple. Il pensait que le peuple n'accepterait pas cela. Et pas uniquement le peuple. Le dirigeant soviétique accomplit un difficile numéro d'équilibriste. Pour imposer des réformes à des bureaucrates réticents, il s'appuie sur son image de chef absolu du parti. Mais il sait qu'il ne peut pas aller trop loin. Ils peuvent se liguer contre lui et l'évincer du Kremlin. Pendant tout ce temps, il a été entravé par les conservateurs du comité central, qui étaient toujours majoritaires. Ce qui les inquiétait, c'était de perdre leur emploi et leurs avantages. Et il en allait de même pour la plupart des fonctionnaires. Il a décidé, à tort ou à raison, que s'il voulait réformer l'économie, il devait commencer par réformer le parti et l'appareil du parti. En 1988, les conservateurs se manifestent ouvertement. Avec défiance, ils appellent à un retour au communisme orthodoxe. Gorbatchev riposte en créant un nouveau super-parlement ou congrès soviétique. Ce n'est pas un organe entièrement démocratique. Une centaine de sièges est réservée au chef du parti et à d'autres communistes de haut rang. Les autres sont des élus. Mais l'outil destiné à imposer un changement politique aux communistes réticents prend une autre tournure. Dès sa session d'ouverture, il fournit au public une tribune pour attaquer le secrétaire général. Dès qu'ils ont compris qu'ils pouvaient exprimer ouvertement leur dissidence, même si c'étaient les conservateurs, ils ont commencé à utiliser ces outils de la démocratie pour atteindre des objectifs qui étaient contraires au projet démocratique de Gorbatchev. Et les conservateurs ne sont pas les seuls. Les démocrates radicaux utilisent eux aussi le Congrès comme point de ralliement. Bien que leur leader, Andreï Sakharov, ait été autorisé à rentrer d'exil grâce à Gorbatchev, ce dernier est maintenant accusé d'avoir harcelé le vétéran des droits de l'homme lorsqu'il a tenté de s'adresser au Congrès. Et un rival émerge, Boris Eltsine. L'ancien chef du Parti communiste de Moscou s'est déjà brouillé avec Gorbatchev une fois et a été exclu du Politburo. Maintenant réintégré en tant que membre directement élu du Congrès, il sape rapidement la popularité de Gorbatchev. Je me souviens m'être rendu dans une banlieue de Moscou, dans un de ces effrayants ensembles d'immeubles, vraiment lugubres. Et ce qui importait aux gens, ce dont ils étaient fiers, c'était leur école maternelle, qui était merveilleuse. Nous étions à l'apogée du pouvoir de Gorbatchev. Et comment cela s'est fait? Oh, c'est Eltsine qui nous a eu tout ça. Et tu sais que Eltsine voyage en métro, n'est-ce pas? Et Eltsine nous a obtenu cette école maternelle. Eltsine a fait ça pour nous. Gorbatchev? Oh, Gorbatchev, on ne le voit pas. Mais à l'étranger aussi, la perestroïka commence à avoir des retombées. Lors des célébrations du 40e anniversaire de l'Allemagne de l'Est, Gorbatchev est aux côtés du dirigeant communiste Erich Honecker. Mais derrière les parades bien orchestrées, l'Allemagne de l'Est est en réalité au bord de l'explosion. Des milliers de personnes traversent la frontière, cherchant refuge à l'ouest, sans être inquiétées. Moscou n'intervient pas. Quelques semaines plus tard, le mur de Berlin s'écroule, entraînant avec lui 40 ans de domination militaire soviétique en Europe de l'Est. Le rideau de fer vient de tomber. Nous pensions qu'en donnant la liberté de choix aux pays d'Europe de l'Est, nous promouvions la démocratie de la même manière que nous le faisions dans notre propre pays.
Nous ne pouvions pas introduire la glasnost à Moscou et refuser ce même droit aux pays d'Europe de l'Est. Mais je suis sûr que Gorbatchev n'a jamais imaginé que les gens, une fois qu'ils auraient leur libre arbitre, voudraient se débarrasser des communistes. Ça, il ne s'y attendait pas. Alors que l'Europe de l'Est est dans la tourmente, les deux leaders des superpuissances ont leur première occasion de comparer leurs points de vue. Le nouveau président américain George Bush pense que l'île méditerranéenne de Malte sera un cadre idéal pour ce sommet aux allures de premier rendez-vous avec le leader du Kremlin. Je me souviens que Gorbatchev était un peu effrayé à l'idée d'aller en mer. Nous devions nous rencontrer sur le croiseur Slava et j'étais à bord de notre navire Belknap. Et je dois dire que la mer était vraiment agitée. Et nos gars de la marine étaient très inquiets quand je suis sorti du Gorky ou quelque chose du genre. Et j'ai dit, eh bien, je rentre au Belknap. Et nous sommes arrivés là-bas, ballottés dans tous les sens, et il était difficile de remonter sur le navire. Quoi qu'il en soit, j'ai alors dit, bon, écoutez, nous avons prévu un grand repas sur le Belknap, et le lendemain, nous nous retrouverons sur le Slava. Mais il n'a pas voulu prendre la mer. Et je l'ai taquiné à ce sujet plus tard. Allons, Michal, c'était pas si terrible. Le leader soviétique n'a peut-être pas le pied marin, mais il a beaucoup d'assurance. George Bush sait qu'il doit faire preuve de prudence. Lorsque le mur de Berlin est tombé, beaucoup de journalistes ont dit « Le président Bush n'a exprimé aucune émotion à ce sujet. Il devrait exprimer la joie que nous avons tous ressentie à la chute du mur. » Cela aurait été la chose la plus stupide qu'un président puisse faire, parce que ça aurait retourné le couteau dans la plaie de l'armée soviétique et des nationalistes que Gorbatchev essayait de contenir. Je ne l'ai pas fait et je l'ai dit très clairement à Gorbatchev pour cette seule et unique raison. Et franchement, je pense qu'il a apprécié. Le mur de Berlin tombé, le retrait des troupes soviétiques d'Allemagne de l'Est n'est plus qu'une question de temps. Il est plus difficile de s'entendre sur de nouveaux accords de sécurité maintenant que le bouclier militaire de Moscou, le pacte de Varsovie, est dissous. Une avancée a lieu fin 1990. Les soldats qui rentrent en Russie se voient promettre de nouveaux logements payés par l'Allemagne de l'Ouest et Gorbatchev accepte qu'une Allemagne réunifiée reste dans l'OTAN. Alors que le drapeau de l'Allemagne de l'Est est descendu, des célébrations marquent la réunification de l'Allemagne. Mais ce qui à Berlin est un motif de jubilation, à Moscou est une humiliation pour ceux qui pensent que le leader du Kremlin est en train de démanteler délibérément l'Empire soviétique. L'Europe de l'Est est maintenant perdue. Quelle sera la prochaine étape ? La Lituanie s'apprête à suivre l'exemple de l'Europe de l'Est. Les 3 États baltes sont occupés par l'Union soviétique depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans l'espoir d'étouffer dans l'œuf cette menace de rébellion interne, Gorbatchev se rend en Lituanie pour rappeler où se situe la limite. Mais ses tentatives pour les persuader de rester au sein de l'Union soviétique échouent. Я сам лично. Лично сам. Вы ведь написали не больше права полное. Это значит что? Вы из Советского Союза собрались выходить? Ну так это, когда рано или поздно все равно Не-не-не, вы собрались выходить, да? Рано или поздно И вы все обдумали. Je me souviens qu'il a essayé d'utiliser des arguments de bon sens. Qu'économiquement, c'est mieux d'être ensemble, d'avoir un plus grand marché, etc. Et qu'en général, c'est mieux d'être dans un grand pays. Mais ils n'ont pas été touchés par ce genre d'argument, parce qu'eux ont dit « Nous sommes prêts à être pauvres mais libres. Nous sommes prêts à mourir de faim mais libres. » Donc c'était émotionnel. Et les États baltes font des émules. Dans toute l'Union, les mouvements nationalistes se multiplient et l'une après l'autre, les républiques soviétiques commencent à se demander si elles ne seraient pas mieux sans Moscou. Et à peine 3 mois après sa visite, la Lituanie défie Gorbatchev et coupe le cordon. Un vote émouvant au Parlement
conclut à son indépendance. Avec la confrontation désormais possible, Gorbatchev est approché par les Américains. Nous lui avons fait remarquer en privé, écoutez, vous serez plus à même de contenir les autres si vous accordez ça aux États baltes. En d'autres termes, si vous admettez que c'était un acte illégal et que vous les laissez partir. Parce qu'en fait, ils sont en train d'entraîner tous les autres. Il n'y a pas que les États baltes. Et je me rappellerai toujours à ce moment-là Shevardnadze, qui était encore alors ministre des Affaires étrangères. Il a souri ironiquement et il a dit « Ils n'ont pas été les seuls à avoir été pris par la force. Mon pays aussi a été envahi. » Je pense que l'importance des différents mouvements nationaux, ou comme je l'appelle l'énergie nationale, n'a pas été bien appréhendée par les autorités de l'époque. Je comprenais ce qui se passait, mais ma position n'était pas assez forte. Et Gorbatchev est passé complètement à côté de la gravité de la situation. Gorbatchev est désormais soumis à une pression croissante. Au Parlement soviétique, des vétérans militaires désabusés et des Russes craignant d'être expulsés d'autres républiques viennent grossir les rangs du lobby conservateur. Dans l'espoir de se maintenir à la tête du parti et de conjurer son déclin, Gorbatchev décide de se faire élire président de l'Union soviétique. Mais il ne se risque pas à convoquer des élections directes. Je pense qu'il pouvait gagner les élections populaires de mars 1990, lorsqu'il a été élu président de l'Union soviétique. Mais il n'a pas été assez courageux à l'époque pour organiser ces élections populaires, car il pensait que c'était trop risqué. Mais je suis sûr qu'il aurait pu gagner. Et dans ce cas, l'Union soviétique aurait pu perdurer, parce que c'était une chance pour toutes ces différentes nationalités d'avoir ce sentiment d'être citoyen d'un seul et même État. C'était un maître du compromis, et c'était une bonne chose. Ça l'a aidé à mener cette masse de communistes orthodoxes par le bout du nez, sans même qu'ils s'en rendent compte. Mais progressivement, au lieu de rester un maître du compromis, il en est devenu la victime. Et durant la seconde moitié de 1990, il avait perdu le contrôle. Aux grandes dames de ses collègues partisans de la perestroïka, Gorbatchev semble prendre un virage à droite, comme si les réformes entamées étaient désormais trop radicales. À la fin de l'année 1990, il intègre à son gouvernement ces mêmes hommes qu'il avait essayé autrefois de manipuler, des communistes purs et durs. Et en décembre, un événement stupéfait le monde entier. Son propre ministre des Affaires étrangères l'abandonne. Я ухожу в отставку. Пусть это будет, не реагируйте и не ругайте меня. Пусть это будет моим вкладом, если хотите, протестом моим против наступления диктатуры. J'étais convaincu, après avoir analysé ce qui se passait, que si Gorbatchev ne modifiait pas sa position de façon radicale, et si les forces démocratiques du pays ne se réunissaient pas et ne reconnaissaient pas qu'il y avait un réel danger de coup d'État et de changement de régime, nous serions bientôt confrontés à une situation extrêmement grave. Shevardnadze a vu juste. Quelques semaines plus tard, les troupes et les chars de l'armée soviétique prennent position en Lituanie, menaçant le gouvernement indépendant naissant. Ils lancent ensuite une attaque nocturne contre la tour de télévision locale et tentent de prendre le pouvoir. Des civils sont tués. Le spectre de la répression soviétique à l'ancienne est de retour. Sous le regard du monde entier, Gorbatchev nie avoir ordonné l'intervention des troupes, mais refuse de présenter des excuses. Il exhorte l'Occident à lui maintenir son soutien et demande à l'ambassadeur américain de transmettre un message à son président.
Il m'a dit, Jack, vous devez comprendre que nous sommes au bord de la guerre civile. En tant que président, je dois éviter ça. Ça va être très mouvementé. Et si tu peux aider mon ami George à le comprendre, nous te serons redevables tous les deux. Et dans un sens, c'est assez désarmant la façon dont il a amené ça. Je pense qu'il y croyait vraiment. Il croyait vraiment à ce moment-là que s'il ne donnait pas une certaine marge de manœuvre aux forces de sécurité, eh bien, il serait débarqué. Et la dernière chose que le président Bush veut, au moment où l'Union soviétique est passée d'ennemi numéro 1 à allié, c'est de mettre en péril la position de son ami Mikhail. Vous devez regarder un homme dans les yeux et lui dire « Nous ne cherchons pas à vous mettre au pied du mur. Nous ne voulons pas vous mettre à terre. Nous voulons juste que cette agression s'arrête. Nous pensons que le temps est venu pour les peuples des États baltes d'être libres. Mais il y a le revers de la médaille. J'ai été accusé par certains des leaders baltes les plus virulents de traîner les pieds, mais aussi par certains membres du Congrès qui n'y connaissaient pas grand-chose et qui disaient « Bush ne prend pas ses distances avec Gorbatchev, il le soutient ». Le changement arrivait exactement comme nous le voulions et je n'avais vraiment aucune raison de pousser Gorbatchev dans le précipice. Mais le changement n'arrive pas comme Gorbatchev le souhaite. Au printemps de cette année-là, les démocrates russes menés par Boris Eltsine organisent un énorme rassemblement de protestation devant le Kremlin, soulevant le spectre de l'indépendance de la Russie, la plus grande république de l'Union soviétique. Mais si la Russie se sépare de l'Union soviétique, que restera-t-il à Gorbatchev en tant que président? Et le pire est à venir, le couronnement de Boris Eltsine en tant que tout premier président de la Russie. En théorie, toujours soumis au président Gorbatchev, mais pour combien de temps encore? Великая Россия поднимается с колен. Мы обязательно превратим ее в процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство. Le défilé traditionnel du 1er mai. Le président soviétique y assiste avec ses collègues de la ligne dure au sommet du mausolée de Lénine. Mais même ici, la foule se retourne contre lui et réclame sa démission. Gorbatchev ne peut supporter plus longtemps l'humiliation publique. C'est la première fois qu'un dirigeant soviétique est hué hors de la place rouge. Nous savions que c'était un réformateur. Nous n'étions donc pas inquiets que Gorbatchev soit sur le déclin. Il était évident que son pouvoir diminuait de plus en plus, mais il se battait toujours avec acharnement et nous le soutenions toujours. Et nous allions continuer à le soutenir jusqu'à la fin, ce que nous avons fait. Mais lorsque le président Bush et son équipe arrivent pour un sommet en juillet à Moscou, afin de signer le traité START, réduisant les armes nucléaires stratégiques, il est impossible de ne pas voir ce qui se passe. Gorbatchev et son épouse sont toujours les hôtes du sommet, accueillant le président américain et la première dame au Kremlin. Mais la rivalité entre Eltsine, le nouveau président russe, et Gorbatchev est désormais révélée au grand jour. Je me souviens très bien qu'à ce même sommet, alors que nous allions entrer pour dîner, Gorbatchev, Barbara et moi, et il y avait aussi Raïssa Gorbatchev, faisions la queue. Mais pas d'Eltsine. Et puis là, Eltsine a traversé la file en dernier et il a fait une entrée très remarquée. Il nous a salués chaleureusement, puis il a demandé s'il pouvait emmener Barbara au dîner à son bras. Et bien sûr, Gorbatchev a été très contrarié par cela. Il n'aimait pas Eltsine. Il ne lui faisait pas confiance. Et Eltsine m'a donné l'impression que c'était réciproque. Même à l'étranger, la stature du dirigeant soviétique est ébranlée, malgré l'attribution du prix Nobel de la paix. Comme à son habitude, il a fait preuve de courage lors des discussions avec les dirigeants du G7 au sommet de Londres. Mais le pacificateur international ressemble désormais à un parent pauvre qui tend sa sébile et son importante demande d'aide financière est rejetée.
Dans son dos, des membres de son propre cabinet fomentent une conspiration visant à vendre la mère patrie aux étrangers. Ceux-là même qui l'accueillent à son retour à Moscou complotent déjà contre lui. Tôt le matin du 19 août 1991, une annonce solennelle diffusée à la télévision et à la radio alerte les citoyens soviétiques d'un événement dramatique. Le président Gorbatchev est malade. L'état d'urgence est déclaré. À la télévision soviétique, les programmes habituels sont remplacés par des ballets russes. Des chars font leur apparition dans les rues de Moscou. Cela a tout l'air d'un coup d'État. En fait, le coup d'État est en marche depuis la veille. Les comploteurs, dont font partie les patrons du KGB et l'armée, se sont réunis, craignant que sans leur intervention, l'Union ne s'effondre. Nous avons considéré que Gorbatchev était incapable de gouverner. Nous en étions convaincus. Mais puisqu'il était le président, nous avons considéré que c'était notre devoir de l'aider pour que, d'une manière ou d'une autre, il remplisse ses fonctions dans l'intérêt de notre peuple. Le président soviétique est alors en vacances en Crimée. Les putschistes dépêchent une délégation pour lui poser un ultimatum, soit décréter l'état d'urgence, soit leur remettre le pouvoir. L'objectif que nous nous étions fixé était de le convaincre qu'il était essentiel de déclarer l'état d'urgence. Pas nécessairement dans tout le pays, mais partout où cela était nécessaire. En plus, nous devions trouver un moyen d'empêcher la signature du traité inconstitutionnel que les dirigeants des républiques prévoyaient de signer et qui menaçait déjà à l'époque de détruire l'Union soviétique. Gorbatchev refuse d'obtempérer. Les putschistes s'en vont en le plaçant ainsi que sa famille en résidence surveillée, coupée du monde extérieur. Je ne sais pas s'ils avaient prévu de nous isoler à long terme comme Khrouchtchev ou de nous tuer. Mais le fait est que nous étions en état d'arrestation et prisonniers. Ça, c'était clair. Plusieurs de nos gardes du corps personnel nous avaient abandonnés. Et ceux qui sont restés, je ne savais pas si je pouvais leur faire confiance. Je ne savais pas s'ils étaient là pour nous protéger ou s'ils avaient reçu l'ordre de nous garder captifs. Ils auraient pu retourner leurs armes contre nous à tout moment. Ils nous surveillaient. Avec l'aide de son gendre, Gorbatchev parvient à réparer une radio pour avoir des nouvelles de Moscou. À l'insu des gardes, il enregistre une vidéo amateur, glisse la cassette dans une bouteille et la lance dans la mer Noire, en espérant que quelqu'un la trouve et se rende compte qu'il est toujours vivant et en bonne santé. Pendant ce temps, le monde entier assiste au déploiement des chars et des troupes dans la capitale soviétique. Personne ne peut croire que la guerre froide qui s'est achevée si calmement et les réformes intérieures que Gorbatchev avait introduites dans la douleur pouvaient être balayées du jour au lendemain. Les moscovites descendent dans la rue, cherchant par tous les moyens à sauver leur fragile démocratie du retour d'un passé répressif, dont ils ne se souviennent que trop bien. Mais le coup d'État est un échec. À l'intérieur du Kremlin, les conspirateurs, dont certains sont ivres, perdent courage. Les jeunes soldats campés à l'extérieur ne reçoivent pas d'ordre clair pour attaquer leurs compatriotes. Et en l'absence de Gorbatchev, le nouveau président russe s'engouffre dans la brèche, faisant appel au soutien des dirigeants occidentaux et déclarant illégale la prise de pouvoir des putschistes. Désormais, la foule présente à Moscou, aux abords du Parlement russe, comprend que le vent est en train de tourner et se redynamise. Gorbatchev suit ce qui se passe sur sa radio et persuade ses gardes de rebrancher son téléphone.
J'étais sur mon bateau dans le Maine. Je reçois un appel téléphonique. C'est un appel important pour le président Bush. Je suis entré et le chef des services secrets m'a dit un appel de M. Gorbatchev. Et quand j'ai entendu sa voix, c'était un grand soulagement. C'est comme si vous étiez inquiet pour un ami et que vous découvriez qu'il allait bien. Ça peut donner l'impression que je manque de profondeur, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai du mal à comprendre dans ce coup d'État, c'est qu'il a échoué, alors qu'il était dirigé par toutes les personnes que nous avions craintes pendant toutes ces années. Les militaires, les dirigeants du parti, le KGB, le ministère de l'Intérieur. Toutes les instances du pouvoir communiste avaient uni leurs forces et ils n'y sont pas arrivés. Quand on y pense, c'était totalement insensé. Aussi insensé soit-il, le coup d'État va bouleverser le monde de Gorbatchev. Ne prenant pas la véritable mesure de ce qui s'est passé, il ne réalise pas qu'un autre dirigeant a pris le pouvoir et que l'Union soviétique bientôt ne sera plus. Sa famille aussi est ébranlée. Raïssa a eu une attaque cérébrale et Gorbatchev, incapable de décrypter le nouveau paysage, pense qu'il est toujours aux commandes. Une chose est sûre, c'est qu'à son retour d'exil de Crimée, M. Gorbatchev est revenu dans un autre pays. Mais il n'avait pas compris ça. Une foule immense de 200 000 personnes, dont beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, l'attendaient devant notre Maison-Blanche russe. Ils attendaient que Gorbatchev vienne directement depuis l'aéroport pour les saluer. Il aurait dû venir et juste leur dire merci, parce que c'est en réalité grâce à eux qu'il était libre, grâce aux moscovites. Mais il est allé dans sa datcha, dans sa maison de campagne. Il n'est jamais venu les saluer. Ils étaient très déçus. S'il l'avait fait, il n'aurait pas eu à démissionner. C'est probablement sa plus grande erreur sur le plan de sa carrière politique. Au lieu de cela, Gorbatchev se présente 2 jours plus tard devant le Parlement russe avec Boris Eltsine. Il réalise alors que le président russe l'a doublé avec des décrets visant à interdire le Parti communiste. Il y a eu cette incroyable séance au Parlement russe où on voyait Eltsine s'approcher de l'estrade où se trouvait Gorbatchev et lui tendre document après document en lui ordonnant de signer. Et à chaque signature, il cédait un peu du pouvoir et de l'autorité de l'Union soviétique. Товарищи, для разрядки разрешите подписать указ о приостановлении деятельности Российской Компартии. Et nous avons assisté en direct à la prise de pouvoir par Eltsine. Mais il est évident que lorsque Gorbatchev est entré dans le Parlement ce jour-là, il ne s'attendait pas à cela. Il ne s'attendait pas à abandonner tout son pouvoir et son contrôle sur la nation. Avec les décrets de Eltsine, l'ère du Parti communiste est révolue. Dans une hâte presque indécente, les bâtiments du parti sont vidés et les statues communistes renversées devant les foules qui laissent éclater leur joie. Le parti autrefois tout-puissant qui a porté Gorbatchev au Kremlin 6 ans auparavant est aboli du jour au lendemain. Mais avec le parti, c'est tout le royaume soviétique de Gorbatchev qui se désintègre. Les mois qui vont suivre sont une bien étrange période pour Gorbatchev. À l'étranger, il est toujours le président du plus grand pays du monde, l'homme qui a mis fin à la guerre froide. Chez lui, son pouvoir s'érode de jour en jour. Lors d'une série de réunions dans sa datcha à l'extérieur de Moscou, il s'efforce de trouver un compromis avec les dirigeants républicains pour sauver son poste et l'Union. Mais dans son dos, Eltsine mène des négociations secrètes avec les présidents de 2 autres républiques, l'Ukraine et la Biélorussie. Le 12 décembre 1991, avec le soutien du chef des forces armées et à l'insu de Gorbatchev, tous 3 se mettent d'accord pour créer une confédération qui, dans les faits, abolit l'ancienne Union soviétique. Et pour couronner le tout, ils appellent le président Bush avant même d'informer Gorbatchev de son sort. C'était tout simplement surréaliste. Se dire qu'avec un simple coup de téléphone
sans faire de vagues, à peine un gémissement, l'Union soviétique disparaissait. Elle s'est éteinte d'un coup, sans faire de bruit. La réalité, c'est qu'Eltsine l'a arraché à Gorbatchev. C'était le moyen de se débarrasser de Gorbatchev, dissoudre l'Union soviétique. J'avais beaucoup de peine pour Gorbatchev. Il avait fait traverser à l'Union soviétique des épreuves importantes. Et il l'avait mené aussi loin, et il était sommairement remplacé par son rival. Mais à mon poste, je devais m'assurer que les États-Unis ne prenaient parti et ne montraient de préférence pour aucun camp. 25 décembre 1991, jour de Noël. Incapable ou réticent à utiliser la force pour se maintenir au pouvoir, Gorbatchev accepte de se retirer. Au Kremlin, ses plus proches collaborateurs se réunissent pour un fait sans précédent. Pour la première fois, le chef du Kremlin quitte le pouvoir de manière pacifique, même s'il s'agit d'une retraite difficile. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Ce qui m'a frappé ce jour-là, c'est le fait qu'aucun des dirigeants républicains ne l'ait appelé pour lui dire au revoir, pour le remercier ou simplement pour l'encourager dans cette situation certainement très difficile pour lui sur le plan émotionnel et personnel, alors que la plupart d'entre eux lui devaient toute leur carrière politique. En seulement 6 ans, Mikhaïl Gorbatchev a apporté la démocratie en Russie et mis fin à la guerre froide. Mais sa vie politique est maintenant terminée. Il est toujours encensé à l'Ouest, mais pas chez nous, parce qu'on lui reproche la dissolution de l'Union soviétique. On ne parle pas de l'Europe de l'Est, non, ça les gens s'en soucient peu, mais de l'Union soviétique, notre grande mère patrie, qui a disparu. Il restera une tache noire dans notre histoire. Pour notre plus grand malheur, Dieu nous a envoyé cette calamité de Gorbatchev. Gorbatchev restera sans aucun doute l'une des figures les plus marquantes du XXe siècle. Toutes les réformes démocratiques qu'il a lancées en Union soviétique, la perestroïka, ont changé le monde. Voilà un homme qui, avec un ou deux collaborateurs comme Shevardnadze ou Yakovlev, a pris une société et l'a transformée à 180 degrés, politiquement, économiquement et socialement. C'était une entreprise extrêmement difficile qui nécessitait un courage hors norme, à la fois personnel et politique. Je pense que l'histoire lui rendra justice.